Tu vois, il y a à peu près 7 ans, la Fondation de la Faune du Québec était propriétaire de 70 hectares à peu près de territoire de milieu naturel à Châteauguay et aussi peut-être une vingtaine ou trentaine d'hectares à Léry. Tous ces territoires-là, c'est des territoires en milieu naturel qui sont dans la ceinture verte, le fameux corridor vert Châteauguay-Léry. La Fondation voulait s'en départir parce que c'était plus... pour elle ne peut pas commencer à acquérir des territoires un peu partout au Québec. Fait que son idée, c'était de le céder à des organisations locales pour qu'on s'en occupe, nous. Alors, depuis 7 ans, on travaille là-dessus et on a fait l'acquisition de 70 hectares de terrain qu'ils voulaient laisser aller. Et on a fait ça avec la ville de Châteauguay. Alors, à ça, c'est des actes notariés qui font en sorte que ces territoires-là sont protégés pour toujours et ils sont dans le corridor vert Châteauguay-Léry. Bien, nous, c'est quand même notre mission de s'occuper des milieux naturels et particulièrement ce territoire-là. On ne voulait pas le laisser aller à n'importe qui, là. On voulait en faire l'acquisition pour pouvoir le protéger puis le mettre en valeur comme on fait sur l'île Saint-Bernard. Puis les territoires qu'on parle sont près du ruisseau Saint-Jean, donc c'est la plus importante frayère multispécifique qu'on dit, parce qu'il y a plusieurs poissons qui vont frayer là, du lac Saint-Louis. Donc, on voulait absolument en être propriétaire pour pouvoir le préserver pour toujours. C'est ça qui nous motivait. Bien, ça les protège contre tout développement potentiel dans le futur. Ça veut dire qu'on va les laisser à l'état naturel. On va les patrouiller, on va voir est-ce qu'il n'y a pas de barrage de castors. On va faire en sorte que les frayères fonctionnent bien, là, tu sais. Moi, je ne sais pas dans 20 ans si le gouvernement va dire ben les territoires, ces territoires naturels-là, on les laisse aller au privé puis on construit des clubs de golf ou on ne sait pas, on ne sait jamais l'avenir. Mais compte tenu que là, on avait les moyens d'en faire l'acquisition, ben on l'a fait. On l'a fait pour le futur, pour les générations futures. C'est pour ça qu'on l'a fait. Les frayères, la façon que ça fonctionne, au printemps, tu as un débordement. On a vu au printemps les inondations. Alors, l'eau inonde des territoires, des marécages, marais-marécages. Et rendu à l'automne, l'eau se retire puis se retourne au lac Saint-Louis ou dans la rivière Châteauguay. Ce mouvement-là fait en sorte que les poissons vont frayer à partir du printemps. Fait que le mâle et la femelle se rencontrent dans le marécage. Quand l'eau est haute, ils font leurs petits. Et quand l'eau se retire lentement, bien, les grands poissons se retirent. Les petits vont attendre à l'automne pour retourner. Alors, ça a besoin de beaucoup d'espace. Ça prend de l'espace pour l'expansion de l'eau à travers le marécage. Si on se met à mettre des maisons un peu partout là-dedans, bien là, tu vas empêcher la libre circulation de l'eau, puis tu vas avoir une frayère qui ne marche pas ou qui marche très peu. C'est la plus importante frayère du lac Saint-Louis. Alors, si on l'enlève, ça veut dire que tu vas assister à une grande diminution de poissons pour le lac Saint-Louis. Puis le lac Saint-Louis, c'est le plan d'eau le plus pêché au Québec. C'est étonnant, mais c'est ça. C'est là où il y a le plus de pêche. Et si on veut aborder juste le côté économique, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars par année. C'est des millions de dollars qui sont dépensés à chaque année pour la pêche. Juste en équipement, en permis, dans toutes sortes de choses. Donc, il y a une économie quand même de rattacher au fait de préserver des frayères. C'est pas mon principal intérêt. Mon principal intérêt, c'est de protéger la vie et de protéger la biodiversité. Mais il y en a qui aiment ça entendre des chiffres, mais c'est la plus importante frayère et c'est le lac Saint-Louis qui est le plus pêché au Québec. Comment ça fonctionne? Oui, en simplifiant. En simplifiant, OK. Quand on veut protéger un milieu naturel, c'est bien d'être 2 ou 3 pour le protéger. Des joueurs, je parle, qui vont être des acteurs. Pourquoi? Parce que on va déterminer une partie du territoire qui va être un fond dominant, qu'on appelle, et une autre partie qui est un fond servant. Et les deux sont utiles un à l'autre. Alors, si tu touches à une des parties, tu viens affecter l'autre. L'idée, c'est d'attacher le fond servant et le fond dominant dans un acte notarié pour démontrer que les deux vont ensemble et que c'est 2 partenaires. Ça peut être 3, 4 partenaires même. Mais dans ce cas-là, à Châteauguay, c'est 2 partenaires. Donc, si un des partenaires veut poser un geste qui va à l'encontre de ce qui a été notarié, bien là, on appelle notre avocat puis il intervient dans l'acte. Alors, c'est de même qu'on vient attacher tout ça.
Donc, c'est une protection, c'est des bretelles et une ceinture, c'est tout, là, tu sais, c'est vraiment, c'est plus fort. Et si on vient qu'à disparaître, Héritage Saint-Bernard, bien, il y a tout de suite un autre organisme dans l'acte notarié qui prend notre place ici. Sinon, les territoires retournent tout simplement au gouvernement. Alors, il n'y a pas de... On ne peut pas contourner, là, puis de dire on ne tiendra pas compte de ce qu'il y a dans l'acte notarié. Tout est prévu, là, dans ce sens-là. Oui. Bien, on va se rappeler que on est au sud du Québec. Quand on est au sud de Montréal, on est au sud du Québec, c'est là que la biodiversité est la plus forte au Québec. C'est pas dans le nord, c'est même pas à Sherbrooke. Il y a la biodiversité déjà moins importante qu'ici. On est au sud, donc c'est la rencontre des espèces qui sont nordiques ou plus celles du sud. Alors, on est dans un écotone, un endroit où les espèces se rencontrent, floristique et faunique. Alors, on sait que le sud du Québec est extrêmement riche. On sait également qu'il y a une perte énorme à chaque année au niveau de la biodiversité, au niveau des forêts qui disparaissent pour l'économie, pour développer des industries, des commerces ou bien donc des maisons résidentielles. Et il y en a de moins en moins d'espaces comme ça. Ces espaces-là sont extrêmement nécessaires pour la biodiversité, pour les animaux eux-mêmes, mais pour nous, les humains. C'est extrêmement important d'avoir des forêts, d'en avoir le plus possible. Écoutez la télévision aujourd'hui, on parlait les 1500 scientifiques aujourd'hui disaient que c'est extrêmement grave la situation des changements climatiques, que c'est enclenché, puis peut-être que c'est trop tard. Si on continue à couper des arbres, si on applique toujours le même vieux modèle économique, on va toujours avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire, on s'en va vers une extinction de la race humaine, comme Hubert Reeves disait. Si on ne fait rien, c'est là qu'on s'en va. Et la planète ça ne va pas trop la déranger si les humains disparaissent. Au contraire, ils vont peut-être dire, bon, je viens de me débarrasser d'un virus. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais la CMM a décidé de protéger des espaces. Ici, ils appellent ça le boisé métropolitain. Donc, la ceinture verte, il y a une bonne partie de la ceinture verte, c'est protégé par la CMM quand même. Donc, c'est une volonté du gouvernement de protéger cet espace-là. Ça va être très dur de venir démanteler ça puis mettre des maisons, là. Peu importe les partis politiques qui sont en place. Ce ne sera pas facile. Et découle de ça, la CMM demande au MRC d'avoir un schéma d'aménagement qui correspond à leur volonté de protéger ces territoires-là. La MRC demande aux municipalités de se confondre, de respecter cette entente-là. Alors, on est là. Tu sais, c'est pas un vieux processus de 100 ans, là. C'est nouveau, ces choses-là. Alors, c'est sûr qu'il faut se battre, puis il faut revenir à la charge, puis mobiliser les citoyens, puis tenir notre bout là, par rapport à l'importance de protéger ces milieux-là. Bien, ça dépend des villes. Comme à Montréal, vois-tu, tu as un nouveau parti politique qui est là, Valérie. Je pense qu'ils vont être, au contraire, ils vont être plus sensibles à l'idée de renforcer la chose puis de protéger davantage. Ça dépend des groupes, des politiciens qui ont été mis en place, là. Mais la pression est toujours là. La pression économique pour développer est toujours présente, ça c'est sûr. À un moment donné, ça prend, comme dirait un certain maire, un équilibre là-dedans. Mais est-ce que l'équilibre du maire est le même que nous? Tu sais, on dirait qu'il y a deux équilibres. Mais quand on voit disparaître des forêts, là, on est capable. Il faut être factuel. Il faut être capable de sortir son crayon puis de dire on a perdu tant de forêts dans la région, alors qu'on devrait en avoir tant de %. Bien, je pense que là, ça nous donnerait raison. Il faut arrêter de couper des arbres, il faut commencer à en replanter. Les terrains qui sont vacants, qui ne sont pas bâtissables, il faut absolument les transformer en forêt et garder nos corridors verts. Alors, Mathieu, dans le même ordre d'idée, la ville de Châteauguay a acheté l'île Saint-Bernard, la partie du Tertre, en 2011. Et récemment, elle a déclaré le site ayant une valeur patrimoniale, une citation qu'on appelle. Donc, la ville lui a donné une protection au tertre pour sa valeur patrimoniale, historique et naturelle. À ça, on a rajouté une autre couche, on a fait une autre servitude de conservation. Là, ça veut dire une autre étape à franchir avant de détruire le tertre. Ça devient beaucoup plus difficile. On vient juste de signer ça aussi avec la ville de Châteauguay.
Alors ça, c'est très bien pour les citoyens, pour les générations futures. On ne pourra pas faire ce qu'on veut sur l'île Saint-Bernard. Il faut absolument respecter ce qui est là présentement. Ce qu'on remarque souvent, c'est qu'on a les gens les plus fortunés, bravo pour eux, ils ont réussi dans la vie, ils ont de l'argent, ils s'achètent de grosses maisons sur le bord du lac Saint-Louis. Par contre, toi, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas aller sur le bord du terrain parce qu'ils vont te dire que c'est privé. L'importance qu'une communauté puisse accéder à des milieux naturels, quand on se l'offre tout le monde ensemble, on dit on s'offre l'île Saint-Bernard, c'est pour tout le monde, c'est super important. Parce que les développeurs ici vont venir raser la forêt puis mettre des maisons, mais ces mêmes développeurs-là, alors tu regarderas, là, ils ont des maisons en Floride, ils ont des maisons au Mont-Tremblant ou dans le canton de l'Est, puis va pas à côté de chez eux essayer de couper un arbre, là. Non, pas chez eux. Mais ici, oui, quand on développe, c'est leur terrain de jeu, puis ici, on peut couper des arbres et mettre des maisons. Moi, c'est ça qui m'agace un peu. C'est qu'on devrait collectivement être capable de s'offrir des belles choses, tout le monde, en collectivité. Et puis, tant mieux pour ceux qui ont des maisons sur le bord du lac Saint-Louis, mais il y a peut-être des bouts du lac Saint-Louis, comme le parc Joseph-Allard, qu'on peut offrir à la population aussi. Parce que tout le monde a le droit de... Qu'est-ce qu'il disait, Paul Piché, à qui appartient le beau temps, hein, dans sa chanson? Bien, le soleil brille pour tout le monde, puis on devrait se l'offrir, tout le monde. En fait, c'est ça. Guy Turcotte, je suis le président, un des cofondateurs là, de SOS Forêt Fernand-Séguin. C'est un groupe de citoyens qui, en 2008, on s'est ramassé parce que on s'amusait dans une forêt qui s'appelle le corridor Châteauguay-Léry. Puis on s'est aperçu que les bulldozers étaient presque rendus à la porte, qu'il y avait des projets de développement domiciliaire, puis qu'on était pour perdre toute cette forêt-là. Fait qu'on on a mobilisé un paquet de monde, puis depuis ce temps-là, on continue à essayer de protéger ça. Le projet a quand même avancé depuis. Ça a été intégré au plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal comme forêt à protéger. Puis c'est même devenu un projet prioritaire. Fait que ça va quand même assez bien, sauf qu'il y a toujours des petits dangers, c'est pas coulé dans le béton, il y a toujours des gens qui veulent développer. Puis là, actuellement, on est plus en phase de contestation judiciaire. Il y a des promoteurs, des spéculateurs qui avaient acheté des terrains pas chers, puis que là, ils espéraient construire là-dedans. Puis là, vu qu'ils ne peuvent plus construire, bien là, ils contestent, ils amènent les villes en cours pour contester leur pouvoir de réglementer puis d'imposer de la conservation sur un territoire. Autrement dit, leur pouvoir de gérer intelligemment le territoire. Ça fait qu'on en est rendu là. À Ville-de-Léry, il y a des promoteurs qui poursuivent la Ville-de-Léry pour 43 millions. À Châteauguay, il y a des promoteurs aussi qui poursuivent la ville de Châteauguay pour d'autres secteurs aussi. Fait que finalement, ce qu'ils disent aux villes, c'est de l'expropriation déguisée. Vous n'avez pas le droit de nous interdire de construire. Heureusement, il y a de très bonnes nouvelles récemment. Il y a eu 2 causes qui ont été gagnées sur l'île de Montréal. Une, c'est à Beaconsfield. Il y a des promoteurs des spéculateurs qui avaient acheté du terrain. La ville de Beaconsfield décide que c'est le bois Angel. Il y a des groupes de citoyens qui travaillaient pour la protection de ces bois-là. C'est une magnifique forêt dans l'ouest de l'île. Pour protéger cette affaire-là, la ville adopte des règlements pour protéger le bois Angel. Les promoteurs poursuivent la ville pour 17 millions et heureusement, ça s'est terminé récemment. La Cour a donné raison entièrement à la ville de Beaconsfield. Les villes ont le droit de dire ça, c'est de la protection qu'il faut faire là-dedans parce que c'est de milieu naturel. Puis, vous n'êtes pas obligé de donner des permis de construire aux contracteurs. Fait que ça, c'est une première cause à gagner. L'autre cause, c'est toujours dans l'ouest de l'île, mais du côté un ancien terrain de golf qui s'appelle le Meadowbrook. Que là aussi, il y a des citoyens qui essaient de conserver cette forêt-là depuis au moins, je pense que ça fait 25 ans qu'ils travaillent pour la protection de ce coin-là. Puis la Ville de Montréal, lors de l'adoption de son schéma d'aménagement, ils ont fait le calcul, ils ont regardé le territoire, ils se sont dit, on manque de parcs dans ce coin-là de la ville, c'est sûr, les citoyens n'ont pas de parc. Deuxièmement, si on voulait développer, il faudrait amener des services, de l'eau, des égouts, des routes, puis
tous les services qu'il faut pour desservir tout ça. Puis ça nous coûterait très cher, ça serait jamais rentable. Fait qu'ils ont donc décidé que le terrain de golf, ça serait pas construisible, ça serait un parc. Le promoteur qui avait acheté ce terrain-là pas cher, ils ont donc poursuivi la Ville de Montréal en réclamant des compensations. Autrement dit, ce que ça vaut, puis en plus, payez-nous l'argent qu'on aurait fait si on avait construit. C'est ça, les compensations. Puis c'est comme une pratique courante au Québec, là, depuis de nombreuses années. Les villes payent, les gouvernements payent des compensations pour des profits éventuels qu'ils auraient fait. Fait que là, il s'agissait donc de casser ça et finalement, la Ville de Montréal a gagné. Le juge a clairement établi que la Ville n'a pas à payer des compensations pour des profits qu'on ne sait pas si ça serait arrivé de toute façon. Fait que ça, c'est deux belles victoires parce que la Ville de Léry et la Ville de Chateauguay sont aux prises avec le même genre de procès. Fait qu'ils ont donc des bonnes munitions, là. Ils ont de la jurisprudence, là. C'est encore plus fort. Puis l'autre chose aussi, c'est que la Ville de Léry, qui est une toute petite ville, était poursuivie pour 43 millions par des promoteurs. Bien, quand tu es une ville de 2000 habitants puis tu as un budget annuel de 3 millions, 43 millions, c'est un peu pesant, c'est fatigant. Il n'y avait pas beaucoup d'appui de la MRC, mais là, récemment, ils ont reçu la confirmation de l'appui de la CMM, de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui a dit « On va vous envoyer nos avocats, ceux-là même qui ont gagné à Beaconsfield et à Meadowbrook. » Fait que je pense que c'est bien parti. Ça, c'est le bout qui est encourageant, ça. Il reste qu'il faut continuer à surveiller, il faut continuer à être aux aguets, être alerte, puis être vigilant. Bien, en fait, préserver, bien, premièrement, on a un grand besoin, on a un grand manque de milieux naturels, là. Le gouvernement du Québec a, dans le temps, signé le protocole de Kyoto qui établissait qu'un minimum de milieux naturels préservés, c'est 17 du territoire. Puis idéalement, il faudrait se rendre à 30 Le plan métropolitain d'aménagement a dit, ouais, bien, on est d'accord avec ça, c'est une orientation gouvernementale. Il faut préserver 17 de notre territoire. À la MRC de Roussillon, et c'est à peu près la situation dans la couronne sud du Québec, il n'y a même pas 2 du territoire qui est protégé. Si on arrivait à préserver le corridor vert Chateauguay-Léry dans son intégralité, on arriverait à 2 là. Fait que c'est vraiment un minimum des minimums, premièrement. Puis deuxièmement, l'avantage qu'on a ici, c'est que ce corridor vert-là, c'est un des milieux naturels les plus riches en biodiversité de tout le Québec au complet, là. C'est vraiment d'une richesse exceptionnelle. Fait qu'il faut le préserver. Puis il faut le préserver aussi dans son intégralité, autrement dit, il est à presque 1000 hectares. Il faut que ce soit au moins ça. Si on à chaque fois qu'on rapetisse, qu'on embruge des petits bouts, on affaiblit pas juste du pied carré, on affaiblit la biodiversité puis l'écosystème aussi. On enlève des morceaux dans l'écosystème. Puis là, finalement, à un moment donné, ça peut s'effondrer puis devenir pas plus riche que le parc le parc La Fontaine. C'est tout. C'est plus un milieu naturel, là, ça, là. Oui, c'est ça. Il faut toujours se méfier de l'effet de fragmentation à partir du fragment. Là, tu enlèves des connexions entre les écosystèmes. Puis en plus, à chaque fois que tu viens fragmenter quelque chose, les biologistes appellent ça l'effet de lisière. Sur le bord, il y a des oiseaux, comme par exemple ici, on voit un oiseau magnifique. Là, c'est juste un exemple parce qu'il y en a beaucoup là, qui s'appelle le piranga, autrement dit, qui appelait le tangara écarlate. Un oiseau magnifique, mais qui vit juste au milieu d'une grande forêt. À partir du moment où tu rapetisses sa forêt, bien, il va disparaître, cet oiseau-là, puis il ne reste plus beaucoup d'habitats comme ça. Les gens voyaient beaucoup le grand-duc ou la chouette-rayée. Bien, ça, c'est des oiseaux qui ont besoin au minimum de 300 hectares pour vivre et se reproduire. C'est plus petit que ça, bien, ils ne sont plus là, puis ils seront disparus. Là. Fait que c'est toute la population qui va perdre cette richesse-là. Puis on est dans la région de Montréal, là, il n'y en a pas beaucoup des grands parcs. Il y a le parc du Mont-Saint-Bruno qui sent même qu'on tellement... Les gens l'apprécient tellement qu'il y a 1 million de visiteurs dans ce parc-là. Puis je ne calcule même pas la montagne de Scalpin, le centre de Scalpin. Juste le parc du Mont-Saint-Bruno, c'est 1 million. C'est beaucoup trop de monde, là. On manque de parcs. Puis Chateauguay, Léry, on en a un magnifique, il faut le préserver. Puis c'est du développement à soi. Ça va ajouter à l'attractivité. Premièrement, les gens ont besoin de parcs et de milieux naturels pour leur santé mentale et physique. Puis en plus, ça ajoute à l'attractivité de la ville. Quand tu as une maison, puis tu dis, ta maison est à côté d'un parc, mais ta maison vient de prendre de la valeur. Fait que là, ça te permet de développer le restant du territoire.
Puis développer, c'est pas de développer tous les pieds carrés du territoire, c'est de profiter des richesses pour développer plus densément les bouts qu'il faut développer. Puis ça, c'est du développement, puis c'est du meilleur développement que de tout développer le pied carré qui nous reste. Là. Oui, il y a juste s'étaler. C'est ça. Ouais, ça demande beaucoup de travail, c'est exigeant, c'est sûr, ça demande de la vigilance, ça demande du travail, puis il faut pas s'essouffler. Puis je pense qu'en quelque part, les gens qui veulent, les spéculateurs puis les développeurs, je pense qu'ils comptent beaucoup là-dessus, qu'on s'essouffle, puis qu'on stand, puis qu'on démissionne, puis qu'on laisse tomber, là. Mais non, on laissera pas tomber, c'est ça. Oui, en fait, la MRC a adopté son schéma d'aménagement pour les prochaines années. Il y avait une clause là-dedans qui nous inquiétait beaucoup, qu'on appelait, nous, la clause non-obstant, parce que ça commençait par non-obstant ce qui précède, parce qu'avant ça, il disait, nous voulons tout préserver, milieu naturel, blablabla, non-obstant ce qui précède, on va permettre ceci. Mais finalement, il y a eu des exercices d'interprétation sérieux faits de cette clause-là, faite par la communauté métropolitaine de Montréal. Puis ils ont réduit beaucoup l'impact que ça pourrait avoir sur la préservation du milieu naturel. Là. Je pense qu'on est un peu rassurés là-dessus. Mais encore là, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. C'est ça. Il y a des urbanistes et des urbanistes qui sont quand même toujours sont créatifs des fois. C'est ça. Mettons, comment ça fonctionne si on dit ici on veut la protéger, mettre vraiment le saut, c'est juste quelqu'un qui, tu sais, prend un MRC qui dit c'est protégé puis une baguette magique? Oui, c'est ça. Bien, il y a différentes couches de protection. Il y a une première couche de protection, c'est que la municipalité adopte un règlement qui dit que nous allons protéger, blablabla. Sauf que s'il arrive une élection puis le conseil suivant dit nous ne voulons pas protéger, bien, ça vient de tomber. Fait que la réglementation municipale est quand même pas tellement solide. Ce qui est beaucoup plus solide, c'est des réglementations, c'est quand il y a des ententes ou avec des propriétaires privés ou c'est la ville ou que c'est des fondations ou que c'est des organismes parapublics qui sont propriétaires du terrain, qui en plus, eux autres, vont établir des servitudes de conservation à perpétuité. C'est ce qui est arrivé avec le centre Fernand-Séguin ici, des terrains à proximité, puis des terrains aussi à l'île Saint-Bernard. C'est ça. Fait que là, ça, c'est des montages, des montages d'actes notariés qui font qu'à perpétuité, ils pourront jamais, au cas, ça sera toujours très, très, très difficile de changer la vocation de ces terrains-là. Là. Ça veut dire que les terrains qui sont propriétés des promoteurs doivent être achetés. Le promoteur, en fait, ça dépend des milieux. Mettons, comme dans les cantons de l'Est, si on pense dans le corridor appalachien ou dans la vallée de Router, mettons, la Router Valley, dans le coin au sud du Mont-Sutton. Tout ce secteur-là, c'est 10 000 hectares qui est en protection. Puis sur ces 10 000-là, presque la totalité, c'est des propriétaires privés qui décident qu'eux autres, là, ce terrain-là, moi j'ai ma maison dessus, puis c'est fini. Il y a tous les 500 hectares qui sont en arrière, là, ça va être protégé à perpétuité. Ils signent des servitudes de protection à perpétuité. Fait que c'est possible de le faire. C'est sûr que dans la région de Montréal, ici, à cause de la valeur des terrains, puis à cause de la demande qui est forte, c'est plus difficile d'avoir des servitudes avec des propriétaires privés. Il y a peu de propriétaires privés qui jouent les mécènes, qui veulent protéger le voisin en arrière de chez eux. Il y en a pas, ça peut exister, c'est quand même possible, là. Mais habituellement, c'est les villes ou les fondations ou les gouvernements qui vont acheter ces terrains-là. Ici, il y a déjà de l'argent à la CMM, à la communauté métropolitaine de Montréal, puis au gouvernement du Québec, il y a de l'argent de préserver pour acheter des terrains ici. Sauf qu'il faut les acheter à leur juste valeur et non pas payer des compensations ou payer tout ça. Là. Fait qu'il faut le laisser dégonfler. Le truc, c'est d'établir des réglementations contraignantes, d'attendre que les prix soient corrects. Puis quand les prix sont corrects, il y a de l'argent disponible. Ces gens-là, quand ils décideront de vendre, ils vendront, puis on l'achètera, puis on le mettra en conservation à perpétuité. C'est le jeu qui se fait, ça. C'est ce qui est prévu, là.
Oui, bien c'est sûr, c'est ça déjà. Qu'il y ait un renouveau à la communauté métropolitaine de Montréal, ça nous aide beaucoup, ça. C'est sûr que M. Coderre était... Il aimait ça des parcs, là, mais plus de type Mont-Royal. Le type du parc de Mont-Royal, pas du Mont-Royal, mais de type parc La Fontaine, tu sais, mettons. Pour les grands espaces, déjà dans l'ouest de l'île, il n'était pas tellement pour ça. Il était à la veille d'autoriser des projets de développement dans le bois de Liesse. Que ce soit une nouvelle équipe, Valérie Plante, qui est la nouvelle mairesse de Montréal, elle devient automatiquement aussi présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Puis elle amène avec elle beaucoup de représentants à la communauté métropolitaine de Montréal. Eux autres, je pense qu'ils sont prêts. En tout cas, on ose espérer qu'ils vont avoir un virage beaucoup plus vert, puis une vision beaucoup plus verte, puis prête à préserver des milieux naturels, là. Puis tu as juste expliqué aussi, tu sais, que dans le fond, la gestion du territoire, dans le fond, ça appartient aux citoyens, tu sais. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est... dans une municipalité, le document le plus important, là, c'est les règlements d'urbanisme. Puis les règlements d'urbanisme sont décidés par le conseil de ville. Autrement dit, la gestion du territoire, ça appartient pas à des promoteurs, ça appartient à l'ensemble des citoyens. C'est pas parce que tu achètes un terrain que tu peux faire ce que tu veux avec. Puis on n'est pas habitué tellement à ça que les citoyens s'en mêlent d'urbanisme ici au Québec. Mais ça commence de plus en plus, puis les gens commencent à prendre conscience. Je prends l'exemple de Sutton, là, qu'ils ont adopté là, une réglementation qui est vraiment géniale pour la protection de leur milieu naturel, de leur paysage. C'est comme ça qu'on gère ça. Ils ont repris le contrôle, ils ont tassé les promoteurs du conseil de ville, puis ils ont repris le contrôle de la gestion de leur territoire. Fait que les citoyens ont le dernier mot à dire pour la gestion du territoire. Les citoyens peuvent dire on va faire telle chose ou on fera pas telle chose sur le territoire. On va préserver ou on préservera pas. On va développer ou on développera pas. Puis on va développer de cette façon-là plutôt que d'une autre. C'est ça la démocratie.